Gaspé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir sur votre commission. Et je salue à mon tour le ministre de la Faune, Forêt et Parcs et toutes les gens, toutes les personnes qui vous accompagnent aujourd'hui. Je suis pas la porte-parole de mon groupe parlementaire, mais quand même, je touche beaucoup à ces enjeux-là, la faune, la forêt, justement, en Gaspésie. Bon, on a plusieurs enjeux que vous connaissez assez bien. On s'est parlé, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, sur un des enjeux. Écoute, la faune est tellement diversifiée en Gaspésie qu'on est même rendu avec des ours polaires. Donc, c'est tout un casse-tête pour votre ministère et je sais que vous avez dû agir très, très promptement avec toutes les précautions nécessaires. Ça a mis même vos équipes aussi sur leur garde et j'ai pris la peine aussi de les remercier pour leur travail, pour avoir protégé la population. C'est sûr que ça a fait beaucoup jaser. Ça a suscité d'énormes réactions. Moi, j'ai même réagi rapidement avant de connaître l'issue. Qu'est-ce qu'on a dû faire avec l'animal? Et c'est sûr que tout le monde est très peiné. Qu'on n'ait pas pu sauver l'ours polaire. C'est un animal qui a l'air d'être très, très populaire aussi au Québec. On le sait maintenant encore plus. Je ne veux pas refaire toute la chronologie des événements, mais on était censé avoir une conférence de presse pour pouvoir poser des questions, mais il y a tout de même eu des mises au point de fait sur vos réseaux sociaux, le ministère aussi qui est sorti donner quelques informations. Mais est-ce qu'on serait en mesure de connaître un peu comment on arrive à prendre des décisions rapidement comme ça? C'est quoi un peu le niveau, l'implication de tout le monde? Est-ce que vous avez été impliqué? Est-ce que vous avez dû être dans le processus? Bref, peut-être nous donner... Je pense que c'est ça que les gens veulent savoir, tout ce que... Comment c'est pris en charge une telle situation et comment ça pourra être pris en charge dans l'avenir si jamais ça se reproduit. Bien, lorsqu'on se retrouve avec une situation comme vous avez vécu la semaine dernière chez vous, on parle dans ce cas-là d'un ours polaire. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau du ministère, il y a des protocoles déjà établis. C'est pas le ministre qui se fait appeler puis dire qu'est-ce qu'on fait avec l'ours polaire. Il y a des protocoles à suivre et le premier protocole, c'est la sécurisation des gens. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, si les gens risquent d'être en danger avec une quelconque bête, il y aura intervention automatiquement dans le protocole et ça l'amène à éliminer la bête en question qui cause le préjudice potentiel pour la population. Donc, ça, c'est sûr et certain que cet élément-là, c'est majeur. Par la suite, bien là, c'est dépendamment d'autres bêtes. Et puis, si on se souvient de la situation de l'ours noir de Dorval, bien, suite à cette situation-là, où le protocole a été respecté, les protocoles ont été changés parce que les gens se sont soulevés un peu contre ça, puis on comprend très bien qu'il ne semblait pas à ce moment-là d'avoir une situation de danger. Mais si vous le permettez, je laisserai peut-être le sous-ministre répondre à la suite de la question. Est-ce qu'il y a consentement? Consentement. Oui, donc, si vous pourriez vous présenter. Mon nom est Mario Gosselin et je suis sous-ministre au ministère Forêt, Faune et Parcs. Bien, écoutez, je pense que le ministre a bien répondu dans le sens où on veut éviter que ce soit une décision politique. On veut aussi éviter que ce soit le sous-ministre à Québec qui décide d'un enjeu de sécurité dans une région spécifique. Alors, nos agents de protection de la faune ont un protocole, comme le ministre vient de le dire, et dans ce cas-ci, c'était vraiment la sécurité des citoyens qui a fait en sorte que, bon, la décision a été prise d'abattre l'animal. On n'était pas dans une situation sécuritaire où on pouvait prendre notre temps pour agir, appeler des cages à grande distance, prendre des chances sur, je vous dirais, endormir un animal alors qu'on ne connaissait pas vraiment le poids à distance. Il y avait trop d'impondérables. Alors, la décision a été prise sur le champ et dans notre cas, à nous, on est bien heureux qu'il n'y ait pas eu d'incident. Et c'était notre principal objectif.
Je pense que la sécurité de la population était l'objectif à garder en tête tout le long du processus. Effectivement, il y avait eu un cas récent. On a suivi ça aussi sur la base Côte-Nord. Ça a duré plusieurs jours. Là, on a traqué l'animal en hélicoptère, mais de ce que je comprends, on était de l'autre côté du fleuve. Là, je ne sais plus exactement qui pourra prendre la question, mais... Qu'est-ce qui a été différent dans les deux façons le protocole qui a été appliqué différemment? Je sais qu'on est dans deux zones géographiques différentes, mais peut-être nous donner une explication. Je pense que pour par rapport à la question que vous posez, ça pourrait être intéressant d'écouter notre responsable des agents de la protection de la faune, parce que, veut pas, ils sont partie prenante des protocoles. Donc, si vous le permettez, on laisserait le représentant. Ça viendrait compléter aussi le questionnement. Oui, parce que je veux juste dire rapidement, je ne sais pas si monsieur... Le consentement? Oui, allez-y. Simplement vous nommer et puis pour aller de l'avant par la suite. Oui, Monsieur le Président, Philippe Laliberté, directeur général de la protection de la faune du Québec. Donc, oui, la question était, il y a eu deux protocoles d'appliquer différents pour la situation de l'ours polaire en Basse-Côte-Nord et celui qui a été abattu en Gaspésie. Donc, ça avait duré plusieurs jours. Là, je comprends aussi qu'on était très proche de la 132 aussi, là, en Gaspésie. Donc, ça a dû aussi pencher dans la balance. Mais est-ce que ça aurait pu... Quel protocole, en fait, a été... Pourquoi on n'a pas essayé de le ramener ailleurs ou de le suivre? En tout cas, pourquoi ça a été différent dans les deux situations? Bien, principalement, vous mentionnez quelque chose d'important. La localisation géographique, c'est multiparamètres. Donc, quand on a différents principes dans l'action qui nous conduisent, sécurité du public en premier, sécurité des agents, des policiers, policières, puis on regarde la situation. Côte-Nord, proximité, suivi, pas de moyens héliportés, mais il s'est dirigé vers l'intérieur du territoire du Québec en se distanciant des populations civiles. L'inverse, malheureusement, l'ours blanc de la Haute-Gaspésie était à proximité de la ville. Malheureusement, quand on a dû l'abattre, il gambadait même sur la 132, nonobstant les barrages que la Sûreté du Québec avait réalisés. Donc, danger de collision, danger que quelqu'un arrête, je m'en excuse, veulent prendre un selfie. Je vous rappelle que c'est un prédateur, ce n'est pas un omnivore. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dû procéder à l'abattage. Donc, deux scénarios géographiques différents, présence humaine différente. Il y avait de la présence humaine sur la Côte-Nord, même chose, mais le contexte nous a amené à faire une intervention différente. Donc, c'est analysé, comme vous voyez, cas par cas. Mais notre priorité, c'est toujours essayer de libérer l'animal. Merci beaucoup. Moi, je m'étais engagée, en fait, auprès aussi de la population à aller chercher ce genre de questions-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'experts déjà aussi qui ont donné leur orientation, puis tout ça, puis je sais qu'on agit selon de multiples facteurs en des temps records. Maintenant, j'aimerais peut-être connaître pour la suite, sachant que je crois qu'au Manitoba, on est un peu plus équipé dans ce genre de situation-là qui arrive plus fréquemment. Il y en a beaucoup aussi qui ont parlé de la question des changements climatiques. Donc, on pourrait être appelé à connaître d'autres déplacements de bêtes comme l'ours blanc ou autres, donc des prédateurs qui ça prend certains équipements plus spécialisés. Est-ce qu'on va se doter de ces équipements-là? Est-ce qu'on va abattre systématiquement chaque ours blanc qui vont se pointer en Haute-Gaspésie? Qu'est-ce qui arrive pour la suite? Il faut juste faire attention. Le comparable qui s'est fait avec Churchill, si on regarde sur une carte géographique, la hauteur de Churchill, c'est comme si on tombe dans le secteur du Nunavik au niveau du Québec. Donc, c'est particulier d'avoir fait ce comparable-là qui est sorti médiatiquement. Par contre, chaque situation amène justement, comme je l'ai mentionné sur le cas de l'ours de Dorval, une réflexion qui est mise en place par l'équipe de Philippe Laliberté avec, naturellement, les gens du ministère pour s'assurer de voir quelles seront les futures actions s'il y a d'autres cas qui se représentent dans ce type-là. Aujourd'hui même, on ne pourrait pas vous répondre qu'est-ce que serait la nouvelle manière de faire ou est-ce que c'est la même manière, mais ça, c'est des choses qui sont naturellement, comme tout cas particulier, qui sont réanalysées par la suite. Donc, pour avoir, à un moment donné, une prise en charge qui est peut-être déjà mieux encadrée, avec plus d'outils sur le territoire directement, puis qu'on arrive
Bien, c'est ces situations-là qui font en sorte que tu revois un peu tes procédures et à savoir, est-ce que ta procédure, tu veux la changer? Est-ce qu'elle doit être changée? Donc, c'est justement après ça, justement, qu'il se fait une réanalyse du cas. OK. Donc, on ne peut pas savoir si on aurait dû faire autre chose. Il est trop tôt pour dire dans l'avenir comment on agira. OK. Mais ça se pourrait qu'on en abatte d'autres. Bien, on est en révision de protocole, dans le sens que c'est de revoir est-ce que le protocole qui a été mis en place était légitimé, est-ce qu'il a bien fait le travail, puis comme l'a expliqué tantôt le représentant des agents de la Faune, c'est important de mentionner que le premier élément qui est demandé, c'est la protection des civils. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça va toujours rester, dans les protocoles, ça restera toujours le premier élément. Premier élément, mais le deuxième, c'est pas l'argent, j'espère. C'est pas une question financière nécessairement. Parce que ça a été nommé aussi à un moment donné, ça a été comme mentionné, là, mais c'est pas automatiquement une question financière. OK, donc pour un 100 000 on serait prêt à injecter ça là, si jamais ça pouvait sauver un animal. Bien, on n'est vraiment pas dans le cas, dans un cas monétaire. C'est qu'il y a une procédure. La procédure, elle a été respectée, autant dans l'un cas comme dans l'autre que je vous ai mentionné, dans les trois cas. Mais une procédure, ça peut se revoir. Puis c'est pour ça que suite à la situation de Dorval, le protocole a été revisité. Bien, merci pour vos questions, déjà fort éclairantes. C'est dommage que j'arrive avec toujours des enjeux plus délicats. Vous allez me voir venir pour le deuxième aussi. C'est un dossier qui m'interpelle beaucoup parce que c'est une question de jour là, pour un cheptel de caribou en Gaspésie qui se situe entre 32 et 36 bêtes présentement. Donc, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent du sort de cet animal emblématique pour le Québec, avec raison. Puis c'est vrai qu'ils sont en 3 groupes présentement, ce cheptel-là, donc ils sont pas tous en communauté, donc c'est encore plus difficile qu'ils se reproduisent puis qu'on sauve l'espèce. Donc, c'est très important d'agir rapidement sur le plan de la sauvegarde du caribou en Gaspésie et ailleurs. Dans ce cas-ci, moi, je me questionne un peu pourquoi on a reporté la stratégie aussi tard que 2024. Je croyais qu'on avait toutes les solutions déjà en tête, peut-être pas toutes quelles seraient les meilleures à appliquer dans ce cas-là précis. C'est sûr que ça pourra pas plaire à tout le monde, les solutions qui vont être mises de l'avant. Et je pense que l'industrie forestière a quand même été bonne, a collaboré, a déjà dit qu'elle était prête à faire partie de la solution parce qu'on est tous conscients qu'il faut agir rapidement. Donc, j'aimerais savoir pourquoi on est allé encore avec la commission dite indépendante, là, plutôt que d'avoir la stratégie déjà prête à être déployée. Premièrement, il faut préciser une chose je ne sais pas pourquoi que ça a été, à un moment donné, amené sur l'angle de 2024, mais la stratégie a toujours été, depuis longtemps, qu'on dit que c'est la mise en application de la stratégie pour 2023. Donc, de ce côté-là, on est toujours en ligne avec la date de 2023 et non 2024. Donc, ça, je pense que c'est important de le préciser. L'autre élément, on dit que tout avait été fait. Plusieurs études nous ont été démontrées sur certains aspects, puis je remercie les spécialistes qui ont travaillé sur le dossier. Ils nous ont parlé des l'habitat du caribou. Ça, c'est des éléments qui sont très bien développés, qui ont très bien été documentés. Il y avait d'autres éléments à un moment donné là-dedans. On a eu, à un moment donné, des correspondants, de la discussion avec différents maires de certains endroits qui ont fait en sorte de dire, écoutez, on peut-tu avoir des concertations sur le dossier pour voir un peu où est-ce que ça s'en va, cette stratégie-là, ou en tout cas l'orientation que vous voulez prendre. De là est venue l'idée de mettre en place la commission indépendante parce qu'on s'est dit, ça prend une consultation avec les différents intervenants des milieux concernés par les actions qui seront prises par la stratégie. Parallèlement à ça, ça ne nous a pas empêché d'agrandir l'aire de protection, l'aire protégée des chic-chocs qui a été annoncé par mon collègue Benoît Charette. Ça ne nous a pas empêché de commencer les enclos de protection pour les différentes aires isolées particulièrement.
Malheureusement, dans le cas de la Gaspésie, on s'est pris un peu trop tard. La neige est arrivée, puis on n'a pas été capable de faire exactement tous les travaux. Puis, il y a aussi certaines communautés autochtones avec lesquelles il y a des rencontres actuellement par la commissaire Gélina sur le dossier. Donc, je pense que c'est la boucle finale que ça nous prenait avant d'arriver à déposer une stratégie. Et tel que le prévoit la commission, fin juillet à août, on devrait avoir le rapport et par la suite, on pourrait aligner les choses. Oui, vous avez mentionné, c'est ça, les enclos pour les femelles gestantes. C'est une des quelques solutions que j'ai vues. J'aurais peut-être aimé... Bon, je veux pas faire le détail, mais c'est quand même assez inquiétant de voir qu'à Val-d'Or, il y en a déjà qui se sont échappés. Donc, ça remet un peu en doute l'efficacité de cette mesure-là. Pour ce qui est de la commission indépendante, là, on a vu beaucoup de gens du ministère qui étaient présents. Il y a 2 scénarios qui ont été préparés justement par le ministère. Je crois pas, mais peut-être qu'on peut me contredire, mais je crois pas qu'il y a de spécialistes du caribou qui siègent sur cette commission indépendante-là. Non, il n'y a pas de spécialiste du caribou. L'objectif de la commission, c'était vraiment aller à l'intérieur des environnements où le caribou, où ce que les hardes sont particulièrement, et d'aller prendre le pouls de la population, qu'ils aient une tribune pour s'exprimer. Et je pense que chez vous, ça a été quand même très bien reçu. À ma connaissance, il y a eu débordement au niveau de la salle. Oui. Et ça s'est poursuivi dans le coin de la Sarre, Val-d'Or. Je pense que jusqu'à présent, ça démontre l'intérêt d'avoir fait cette commission-là quand on voit l'ensemble des intervenants et aussi des mémoires qui y sont déposées. Oui, bien, je pense aussi que, oui, la salle était bondée, en effet. Mais l'inaction du gouvernement a quand même été décriée par la majorité des intervenants qui étaient présents. Et même l'industrie forestière dit, bien là, on est prêt à faire partie de la solution. Il était là pour dire, on veut agir, là. On veut qu'il se passe quelque chose parce que nous aussi, parce qu'il faut le dire maintenant, on est menacé par un décret du fédéral. Et ça me plaît pas, puis je pense que ça vous plaît pas non plus, Monsieur le ministre. Mais ce décret-là, il serait appliqué, là, at large, comme on dit en français, et ça ne viendrait pas tenir compte d'aucune activité économique, d'aucune industrie. On serait vraiment dans la protection pure et dure, et on serait dans la fermeture des chemins forestiers, mais sans compensation. Donc, c'est pas... tu sais, finalement, de ne pas agir, ça met encore plus de pression sur l'industrie forestière qu'on tente d'essayer d'aider dans le processus. Donc, peut-être que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe avec le fédéral. Les démarches vont-elles bon train? Il y a une rencontre, je pense, prévue demain. Est-ce que votre plan est prêt? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, très bonne question. Puis, je vous remercie d'amener ce dossier-là de cette façon-là. Je pense que c'est amené de façon avec respect, puis c'est intéressant de la manière que vous le présentez. Le 11 mars dernier, on a eu une rencontre directement avec M. Guilbeault et son équipe. Mon chef de cabinet était avec moi, entre autres, et quelques autres de mes représentants. Et on a discuté justement sur le renouvellement d'une entente. À travers tout ça, bon, vous l'avez vu, il y a eu une entente qui s'est conclue avec l'Ontario et l'Alberta, entre autres, et on a quand même fait un grand scénario de cette entente-là avec l'Ontario. Je peux juste vous dire une chose, entre ce qui s'est fait comme entente en Ontario et où ce qu'on en est au Québec au niveau du caribou, on est à des années-lumière du travail que nous avons effectué chez nous au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et des travaux de télémétrie, des travaux d'inventaire. Tous ces travaux-là, là, on les a tout fait. Ça, c'est à peu près l'entente. C'est à peu près l'entente que l'Ontario est allé chercher. Et nous, de notre côté, on est vraiment en avant de ça. On est vraiment rendu au dépôt de la stratégie. Okay. Mais il nous reste notre commission indépendante, et ça, on y tient à notre commission parce qu'elle va chercher le pouls dans les différents milieux dans lesquels le caribou est en situation de harde. Donc, pour nous, c'est important de continuer le travail et ça n'empêche pas à mon sous-ministre, à ses équipes au ministère, de continuer à travailler avec les équipes de Sonia Lebel au niveau de la discussion avec M. Leblanc et le bureau de M. Guilbeault. Donc, le travail se fait encore en discussion. Les canaux de communication sont ouverts et on ose espérer arriver à un juste compromis par rapport à toutes les actions qu'on a déposées au niveau du Québec depuis nombre d'années.
Ministre. Bon, Dernière allez-y. petite Une minute. question. Si on doit justement changer des zones, réaménager les zones forestières, fermer des chemins forestiers, est-ce que le gouvernement du Québec est prêt à aller à compenser pour l'industrie qui pourrait connaître des pertes ou avoir des nouvelles dépenses liées au transport qui est plus coûteux? Donc, bref, la participation financière du gouvernement. Bien, la participation financière du gouvernement jusqu'à présent, que ce soit pour fermeture de chemins forestiers, que ce soit pour d'autres actions, lorsque les gens ont demandé, on a toujours été présents. Donc, ils peuvent s'attendre à une ouverture très, très... Bien, c'est la stratégie qui va le déterminer. Puis c'est pour ça qu'on fait cette commission-là, pour arriver justement à savoir quelles sont les situations où est-ce qu'on aura peut-être des compensations ou quoi que ce soit. Mais ça va être la stratégie qui va le démontrer. Donc, avec la stratégie, on peut s'attendre à des compensations à la juste hauteur des besoins. Ça sera de voir quelles seront les actions qu'on mettra en place au niveau de la stratégie. Si ça nécessite des compensations, à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'il va falloir aborder ça sur un angle de volet de compensation si nécessaire. Le temps est écoulé, madame.